Ok, voilà. Donc, je reprends l'écran. Donc, je disais qu'il y avait ces deux sortes de signifiants, soit les signifiants contradictoires, soit les signifiants semblables. Mais bon, il y a des signifiants qui n'ont pas de rapport entre eux aussi, hein, mais dans le cours d'un traitement en psychologie, par exemple, c'est intéressant de repérer chez un patient les signifiants qui sont contradictoires et les signifiants qui sont semblables. Petit à petit, je vous montrerai au cours de ce cours la structure des signifiants, comment ils se présentent de façon générale. Ils ont comme un parcours particulier dont je vous parlerai. Mais bon, là, nous revenons au film. Et bon, on a évoqué tout à l'heure la question de j'ai raté le train. Hein, vous vous rappelez, France? Vous avez, vous avez évoqué euh, cette formulation de Rita. Vous êtes là, France? Oui, oui, je suis là. OK. Euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que vous avez ajouté dans l'analyse psychanalytique, j'ai raté le train, ça voulait dire on ne va pas mourir. Bon, essayons de comprendre dans ce film qu'est-ce que ça signifie j'ai raté le train. Hein? C'est tout à fait remarquable. Hein. Pourquoi? Parce que on se rappelle la scène qui est décrite par, par le violoncelliste. Il décrit une scène où on a un gamin de 15 ans qui est couché sur une voie de chemin de fer avec son violoncelle et qui dit à sa copine que c'est le temps de partir, etc. Mais sa copine ne veut pas partir avec lui et donc le laisse mourir tout seul. Et alors, on sait qu'il a 15 ans, et puis on voit par la suite Rita sur la tombe d'un jeune de 15 ans. C'est donc probablement ce jeune-là avec qui elle n'a pas voulu mourir. Et donc on la voit aller sur sa tombe pour bon, le regretter. Être avec lui, parce que l'idée du pacte de suicide, c'était d'être toujours ensemble puisque le monde était contre eux. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ça, elle est prise dans une contradiction. Pour être avec lui, elle devait mourir et donc, en restant en vie, elle se séparait de lui. Donc, elle est dans un état pris entre la fidélité et la trahison, la vie et la mort, en fait. Elle se considère elle-même comme une sorte de morte vivante parce qu'elle dit, bon, qu'elle se sent pourrie, elle pue, bon, elle a une sorte d'horreur de son corps parce elle est prise depuis ce temps-là entre la vie et la mort. Elle est en fait comme un fantôme parce qu'elle erre en marge de la société, en marge des relations humaines, elle est en marge de la vie depuis qu'elle a raté le train. Et ce qui est intéressant, c'est que elle revient à la vie à partir du moment où Lloyd la croit morte et va la Exactement. voir Ouais, à la morgue. ouais. Donc il y a comme, si vous voulez, l'incertitude vivant-mort disparaît quand les deux signifiants
vivant et mort se distinguent. Oui. Et à ce moment, elle peut Revenir à réintégrer, la vie. oui, revivre à la vie. Et là, elle dit à Lloyd, donne-moi la main. Oui. Et donc, ils reprennent le chemin sur la ligne de chemin de fer. Et mieux Et encore, elle est sur son dos, donc c'est comme s'ils forment comme un seul être en quelque sorte. Hein? C'est l'idée d'être ouais, être un avec quelqu'un d'autre dans la mort ou la vie et sur les rails en plus. Donc, elle rattrape, elle reprend le rendez-vous qu'elle a manqué 10 ans plus tôt. c'est ça. Bon, alors, moi, ce qui me frappe, c'est les parallèles de cette histoire-là dans les histoires des autres personnages. Alors, je ne sais pas si je peux. Oui, c'est le temps, là. Oui. Bon, alors, un gros, gros indice qu'on nous explique en toutes lettres, hein, c'est quand Henriette euh, laisse un message téléphonique à Rita disant qu'elle n'est pas contente que l'autre lui a posé un lapin. Hein, et elle prend la peine de nous expliquer aux spectateurs qu'est-ce que ça veut dire poser un lapin, c'est-à-dire donner un rendez-vous et pas se montrer. Hein. C'est qu'est-ce qu'a fait Rita avec Antoine. Voilà. Bon, alors, poser un lapin, alors qu'on sait que la première chose, une des premières choses qu'on voit d'Henriette, à part son apparition évidemment sur le divan, et là, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, que cette série de films, entre parenthèses, non seulement se termine par un film sur la clinique, mais commence par un film sur la clinique. On est dans la psychanalyse d'Henriette en partie, dans ce film. Pas la psychanalyse, mais la thérapie. Bon, alors, justement, la première chose qu'on voit d'Henriette, c'est son lapin qui essaie de s'évader et qui est ramassé par Lloyd. Hein? Donc, poser un lapin. Alors, quel est le rendez-vous manqué? Qu'est-ce qui s'échappe? Qu'est-ce qui menace de s'échapper? Ben, euh, là aussi, les liens avec Lloyd et puis avec tout pointe. Là aussi, c'est comme énorme comme l'objet en question, là, décrit par Lloyd. Hein, c'est un signifiant phallique. Oui, Bon, on oui. n'est pas obligé de le réduire au génital, mais c'est l'idée d'un signifiant, un signifiant privilégié qui est détachable, en quelque sorte, qui a une sorte de vie indépendante. Et Alors, d'ailleurs, écoute, ce qui est intéressant, c'est qu'elle rate son rendez-vous avec le psychanalyste en amenant ses chiens. exactement. Elle multiplie les microphallus autour d'elle, comme d'autres personnages ont aussi leurs homoncules. Hein, Roxane, hein, elle a été trahie avec, en fait, comme tu dis, avec un gamin de 8 ans, donc avec un peu comme que l'ami avait sur ses genoux, comme un ventriloque avec sa marionnette. Et qu'est-ce qu'elle ramène de Thaïlande? Une marionnette, hein, qui est comme une sorte de synthèse de l'ami et du petit garçon, en quelque sorte. Et comme un signifiant phallique amoureux, etc., qui est le substitut de ce qu'elle a laissé. Au fond, une sorte de version apprivoisée de l'amour raté, du rendez-vous raté, en quelque sorte, avec l'amour de sa vie. Hein. Euh, euh, Il y D'où a le drame aussi, quand le signifiant part en morceaux et quand il est perdu à cause d'une mauvaise dette, puis là, toute la question de la dette aussi dans laquelle il faudra rentrer. Euh, mais c'est ça. Il y a une des personnages qui arrive à reprendre son rendez-vous, c'est Rita, mais les autres ont généralement le problème de phallus errant, là, dont ils sont détachés, qu'ils n'arrivent pas à rattraper, en quelque sorte. il y a peut-être l'histoire de Asperger qui apparaît. Hein. Euh, bon, on voit Henriette asperger son lapin. Ensuite, on voit Lloyd en train de s'asperger le pénis durant la séance, son émission. Hein. Il dit, je le tiens et maintenant je vais lui mettre de l'eau dessus, là, Soulager un peu. Il y a une de tension qui soulager un n'arrive pas à être peu. soulagée, en quelque sorte. Hein? Et ensuite, il y a Rita qui
asperge Lloyd quand ils sont Ah, oui, devant le magasin, là, assis devant le magasin. ouais. Donc, il y a une référence comme ça à l'humidité féminine, mettons. Euh, Dans laquelle Lloyd a rejeté Rita à ses premières approches non désirées. Hein. Il l'a jetée dans la piscine. Il ne veut pas la laisser rentrer humide dans son grand signifiant phallique, qui est son char. Hein. Bon, il ne voilà, veut surtout pas la laisser contaminer par sa féminité débordante, l'intégrité de son phallus bien, bien ferme et bien maîtrisable. Tu vois? c'est ça, le cuir de son phallus. Exactement. Ben oui, il y a même la texture là, bon, enfin, on voit tous les détails ne sont pas épargnés, là, mais on peut faire les parallèles. Là, bon. Il y a un autre aspect. Bon, là, on a affaire à le fait d'asperger, si vous voulez, ce sont des signifiants semblables. Hein. On a trois successions de phénomènes où un substitut de phallus est aspergé par de l'eau. Donc, on a ici l'opposition féminin-masculin, on a l'opposition euh, humidité-animalité, si vous voulez. Euh, Comme si, au fond, l'homme est un animal pour la femme, comme pour paraphraser la phrase l'homme est un loup pour l'homme. Oui, et parfois, dans ce film-là, un animal domestiqué ou justement, ou au contraire, il devient une bête, là, comme un de ces très intéressantes juxtapositions d'histoire, là, où Lloyd devient une bête dans les toilettes. Bon, vraiment, on sort par en dessous du domaine de l'humain, du social, de l'échange civilisé, au même moment où la mauvaise dette est réclamée en s'en prenant à l'appartement d'une tierce personne. Hein, on nous montre les images de, de sexe violent ou en même temps que la violence enfin, le prix, le paiement en nature par la destruction d'une mauvaise dette sur le dos de Roxane dans son appartement. Oui. Il y a un pillage d'appartement comme il y a un pillage d'utérus, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Une Et d'ailleurs, c'est dilapidation, hein, clair c'est une que, dépense en pure perte en quelque sorte, hein, qui sort de la structure d'échange. Hein. C'est une version comme explosive, chaotique de l'échange qui s'effondre. Hein. Et au fond, c'est comme un condensé de la rupture d'échange entre les personnages dans ce monde que Lloyd a décrit en une phrase. Il dit que les immigrants viennent se joindre à ce monde dégaré qui confondent leur solitude avec la liberté. Hein. Ça, c'est Montréal pour lui. oui, c'était joli comme phrase, je Ouais, trouve. Hein, ouais, ouais. Ben, en fait, c'est comme une description de ton analyse du monde occidental, hein. Le monde d'après les liaisons des signifiants oppositionnels, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste les gens seuls avec leur phallus détachable et détaché, dans leur posture soi-disant semi-détachée en quelque sorte, et qui ne savent pas trop quoi faire, ne savent pas comment se relier, là, sinon en gérant comme une sorte d'animal domestique plus ou moins récalcitrant, des phallus qui errent ou qui passent à leur oui. portée, qui leur échappent. Bon, écoute, puisqu'on est dans cette voie-là, euh, je trouve qu'il y a une scène qui est particulièrement importante, c'est la scène où Marc revient vers Loulou pour lui dire qu'est-ce que tu penses là que je vais faire moi en attendant que l'enfant vienne. Je veux dire, il y a cette scène où la femme, pardon, la femme enceinte est triomphante d'une certaine façon, mais pas elle est triomphante,
elle est complète, elle est non manquante, elle Ben est... oui, elle a réglé son problème. Elle, c'était pas le phallus, son problème, c'était la mère manquante. Alors, il lui est tombé, en fait, dans le giron, si j'ose dire, une solution, somme toute idéale. Elle va elle-même devenir mère, donc problème réglé. Pas elle, tout baigne. Elle n'a même plus besoin de conjoint là, qui n'est pas à la hauteur. Hein. Bon, on pourrait analyser ses propres problèmes de phallus, là, celui qui vend des bouteilles ou qui pénètre timidement dans un magasin de phallus pour supplier au sien. Là, bon, lui, il a comme mis en bouteille, en quelque sorte, sa créativité de chansonnier. Là. Il a comme mis ça au rencard, bien embouteillé. Et donc, il n'y a plus grand-chose à offrir. Quoi. Mais elle trouve ce qui lui manquait au fond, qui n'était pas vraiment un conjoint. En même temps, elle n'est pas plus brillante que lui. Je veux dire, elle lui dit, tu es plate, et lui, il lui répond, ben, toi aussi, tu es plate. Je veux dire, Ouais. euh, parce que lui, il vend de l'alcool, et elle sert de l'alcool. Ouais. Donc, ils sont vraiment logés à la même enseigne. C'est comme une dissociation entre l'accumulation et la consommation. Hein? C'est comme si c'était des fonctions féminines et masculines qui sont comme dissociées, qui sont comme parallèles, mais qui n'arrivent pas à connecter. Ouais. Enfin, peu importe, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être pas exactement féminin, masculin, mais il y a comme un rapport disons, à l'accumulation et la dispensation d'énergie ou de, Ouais. ou de stimulation entre les deux, là, qui est comme déconnecté. Et donc, d'un autre côté, il y a trop, enfin, il y a une économie ou une dépense inefficace, et de l'autre côté, enfin, chez Loulou, une sorte d'alternance entre une sorte de neutralité indifférente et puis une sorte de dilapidation, là aussi, avec des inconnus. Oui. D'ailleurs, je me demande, la première scène d'amour dans le film qu'on voit dans une sorte de montage rapide au tout début, c'est qui qu'on voit dans l'obscurité, là, ce couple? Est-ce que c'est Loulou avec quelqu'un d'autre? Avec Marc, je pense, c'est comme... Je ne sais pas si c'est avec Marc, j'ai pas. Est-ce que tu crois? mais, on le voit, Marc, à plusieurs reprises. Bon, il se lève du lit nuptial et il sort, et puis juste après, c'est Loulou qui se lève. Ah, ah. Oui, Là, mais on voit bien c'est que... vers le milieu du film, il y a quelque chose comme ça. Mais je Oui, parle du tout début, là. C'est comme dans le noir, on ne sait pas trop à qui on a affaire, on les reconnaît mal, les personnages. Loulou, on la reconnaît. On Oui, reconnaît. Le gars, c'est vrai qu'on ne sait pas trop c'est qui. mais on n'a pas de raison de penser que c'est quelqu'un d'autre que Marc. Hein. Il n'y a aucune allusion à l'idée que ouais, elle le trompe ou quelque OK. chose comme ça. Ouais. Euh, Mais d'ailleurs, justement, quand il y a la scène au milieu où ils ont une relation sexuelle, il lui fait justement remarquer qu'elle a changé. Ah, ah. Tu ne jouis plus, il lui dit ça, t'as plus de plaisir avec moi, t'es rendu plus froide. Il lui fait, donc, probablement que c'est effectivement une scène où c'est Marc avec elle au début, où là, elle a du plaisir sexuel là, dans cette Oui, mais scène-là. c'est curieux. Pourquoi qu'est-ce qui change entre ça puis la scène d'après où il explore sa dépression apparente, là? Qu'est-ce qui change si c'est pas ça? Je comprends pas ça. ouais, c'est ça. Parce il y a cette scène où il lui demande qu'est-ce que tu as, pourquoi ça va pas. Elle ne sait pas quoi lui dire. C'est une scène importante, ça. Hein. Mhm. Elle est comme déprimée, mais elle ne sait pas pourquoi. On le saura un petit peu mieux quand elle va supplier sa mère de l'aider. Mhm.
Mais, mais bon, je pense qu'on a levé tous les lièvres, si je puis dire, film. Euh, Comment, au fond, avec tous ces éléments qu'on a rassemblés, qu'est-ce qu'on peut en dire? Euh, on peut prendre le problème de beaucoup de points de vue, je crois. Mais je dirais que euh, le point de vue qui me paraît le fil par lequel je dirais que ce serait bon de le prendre, c'est le moment où Loulou dit à Marc, euh, je vais le garder. Euh, je vais garder ce bébé et où il est clair qu'elle va garder ce bébé toute seule et Marc sera évacué Mhm. de sa vie, Ouais, grosso modo. ouais. Et donc, je veux dire que ce moment est important parce que c'est peut-être un moment significatif dans l'histoire euh, du Québec ou l'histoire du monde occidental. Effectivement, oui. Mhm. Quand le père n'a plus de place parce qu'il a été remplacé par, je sais pas, par la pilule, par la capacité qu'ont désormais les femmes de contrôler leur procréation, alors qu'avant elles avaient besoin d'un homme, d'un père qui leur mette des barrières. Là, elles peuvent se mettre elles-mêmes des barrières en prenant la pilule, et si bien qu'elles se retrouvent au fond toutes seules avec elles-mêmes dans la tâche de la procréation. On a à ce moment des hommes bon, qui n'ont plus de fonction sociale particulière. Ils, euh, ils sont on peut dire, des électrons libres qui, qui peuvent rencontrer un utérus éventuellement ou pas. Euh, Ouais, finalement, c'est que l'identité du père cesse de compter, alors que toute l'organisation sociale, depuis des millénaires, était basée sur comment assurer que le nom du père se perpétue. Hein. Et là, il suffit, ben, euh, au fond, bon, la femme se reproduit par bouture, elle génère son propre homoncule et c'est entre elle et son propre prolongement en quelque sorte. Hein. Il n'y a, pas- il y a, pas- il y a pas besoin de passer par une tierce personne. Hein. C'est elle entre son extension détachable en quelque sorte. Hein. Donc, on rejoint un petit peu la voilà, problématique du phallus, quoi. c'est ça. Et à partir de ce moment, euh, toutes les opérations qui interviennent dans la procréation doivent être repensées en fonction de ce nouveau facteur ou ce nouveau dispositif procréatif. Il faut tout repenser. Alors, la pénétration dans l'utérus devient un viol
un assaut par lequel on réclame une dette ou un geste d'une extrême violence et Ou tous une les dépense hommes excrémentielle, quoi. C'est une dépense de l'ordre excrémentiel qui n'est même pas vécue de façon génitale ou sociale, quoi. C'est pour ça que ça se passe dans une toilette, en même temps que la destruction pour la mauvaise dette. Et il y a quelque chose qui est une sorte d'hors-circuit. oui, d'accord, mais il y a aussi une sorte de violence de pillage, Mhm. de, Oui. une façon comme ça de monter à l'assaut d'une personne qui est suffisante, dans le sens où elle se suffit à elle-même, Ah, tu vois? oui, oui, oui. Donc Donc, il parce qu'il n'y a pas de faut, raison d'échange, alors il reste qu'à voler. voilà, c'est ça. Le phénomène de l'échange, effectivement, disparaît. Bon, ça c'est pour expliquer le pillage de l'appartement. Euh, il y aurait plusieurs éléments à expliquer. Bon, le rapport entre Lloyd et Rita, par exemple, hein, ou bien le rapport entre Rita et le jeune qui s'appelait, je pense, Anthony ou Antoine, Antoine, oui, c'était son chum à 15 ans, oui, oui. c'est ça. En quoi pourquoi au fond Antoine est mort? Hein, c'est ça. Est-ce que est-ce qu'il est mort pour la même raison que Marc doit s'en aller? Ben, non, c'était une forme d'union, mais là aussi, c'était significatif que l'union ne pouvait être accomplie que dans la mort. Hein. C'est comme si le mariage, quelque chose en fait, c'était reprendre la vieille alternative romantique au mariage, qui est l'union dans la mort. Hein. Bon, Tristan et Isolde et tout ça. Là. Bon, c'est ce fantasme-là très adolescent qui faisait l'objet de leur pacte. Et contre la société. C'est un geste contre la société. Donc, unis dans l'amour, dans les individualités se retrouvent dans l'amour et dans la mort contre la société. Donc, Oui, et bon, ayant raté cette issue, en quelque sorte, Rita se retrouve quand même contre la société. Elle a comme un rapport purement parasitaire à la société ensuite. Mais en même temps, sans être unie à personne. Elle est incapable de toucher, d'être touchée. Donc, elle est prise entre ouais. les deux. Ce qui est le cas de tout le monde, au fond, dans Ouais. le film, Oui, c'est des variations sur un thème, en fait. c'est ça. Et le film, il date de quand, Christian? 95. 95. Donc on est déjà pas mal avancé là dans le nouveau mode de procréation qui a commencé dans les années 60. Oui, oui, oui. Donc c'est ça. Donc, le rendez-vous manqué, en fait, quelque sorte, avec Antoine, c'est 85. Et là, on est 10 ans plus tard, en 95. Donc, elle a 25 ans à ce moment-là. Donc c'est ça, c'est la génération X, quoi. C'est pas la génération des boomers, des hippies, tout ça, là. C'est celle juste après, tu vois. Oui, En fait, qui se retrouve dans cette espèce de désert affectif. Il y a plus cette socialité extravagante et englobante et chaleureuse là, que, bon, du monde des années 60. Là, c'est plus ça. En fait, c'est complètement refroidi. L'énergie de tout ça s'est dissipée et on se retrouve avec des électrons qui ne sont que trop libres et qui ont perdu la polarité pour se recombiner avec des protons. c'est ça. Et ils sont libres et ils s'imaginent. euh, enfin, c'est quoi la phrase de Lloyd? Oui,
un monde d'égarés qui confondent leur solitude avec la liberté. Hein. Voilà, C'est c'est comme la ça. formule lapidaire de la socialité occidentale qui essaie enfin, de finir de s'imposer dans le monde. Là, on l'a dans une sorte d'état chimiquement pur dans le Montréal de 1995. Maintenant, il faudrait aussi repérer le rapport à l'enfant, parce que on a plusieurs références à, à- à l'enfant, mais on dirait qu'elles ne font pas, elles ne finissent pas par se compléter. Bon, on a l'acte on suppose que c'est du tourisme pédophile, du copain de Roxane. Est-ce que c'est un Thaïlandais ou est-ce que c'est un Québécois qui a été en Thaïlande? On ne sait pas. Ah oui, c'est une question intéressante. Et ça pourrait être quelqu'un de n'importe où dans le monde, hein, parce que tout le monde se retrouve là. Moi, j'avais dans l'idée que c'était peut-être un Thaïlandais, parce qu'il y a cette. Mais j'avais pas de raison finalement de penser ça. Là. Ça pourrait être n'importe qui de n'importe où dans le monde. Et on ne sait pas d'où viennent ces fameuses lettres, en fait. Est-ce qu'elles viennent de Thaïlande? Hein? Euh, on a l'impression que Rita devine qu'elles viennent de Thaïlande, de par les timbres. Bien sûr, oui. Et, et les gens, enfin, et la scène incriminée a lieu à Bangkok, à Patpong. Ouais. Baby Je ne sais bar, hein? pas Donc si. la question du bébé là, est centrale aussi, là, de l'enfant. Baby bar. Oui, Roxane, se doutait même pas ce que c'était. Hein? Baby bar, ça lui semblait innocent, inoffensif. Et puis, oui. Donc il y a la marionnette qui, qui revient à Roxane en définitive, parce que elle a trouvé dans le magasin, comment on appelle ce magasin ici? Euh, ben, ici, on a tendance à appeler ça des pawn shops. Là. Je ne sais pas quel est le terme français pour ça. Ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite. c'est le monde de piété. Exactement, oui, oui. Mhm. Pawn shop, tu dis? Oui, Pawn? c'est ça. Ok, Parce qu'un pawn, c'est comme une sorte de jeton hein, qui est mis en gage pour autre chose. ok. Euh, donc la marionnette joue un rôle important ici. Ben oui, Et alors on a compris que c'est Rita qui l'a mise au magasin oui. et c'est donc Roxane qui la voit au magasin, qui l'achète probablement. Non, 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 non. Elle ne voit pas au magasin. C'est pas elle qui l'achète. C'est que elle est vendue à un inconnu le lendemain. Là. Euh, donc, regardons la séquence des événements. Là. Oui, Attardons-nous un peu sur Roxane. Hein. Au fond, ce qu'elle fait avec sa philanthropie à temps plein, c'est une sorte de blanchiment d'argent. Hein. C'est de l'argent qu'elle reçoit, qu'elle le veuille ou non, là, et pour se dédommager de l'accepter parce qu'elle présume que c'est de l'argent sale. On ne sait pas ce qu'a fait son père, là, mais elle le reçoit comme ça. Donc, pour se faire pardonner, hein, qu'est-ce que c'était le soupçon de Rita, qu'elle a quelque chose à se faire pardonner, elle justifie son existence en acte de charité continuelle. Sauf que ce soir-là, elle est frappée une première fois par l'ingratitude enfin, des gens qu'elle aide normalement, les gens de la rue, qui veulent l'exploiter sexuellement. Donc, voilà. là, son opération de blanchiment vire au vinaigre en quelque sorte, là, parce que les gens qu'elle veut aider, finalement, ne valent pas mieux probablement que son père. Et qu'en plus, son l'autre être qu'elle va jusqu'à pardonner le pillage, etc. Mais là, le point où elle va trop loin, le même soir où elle a déjà sa stratégie
de don et de pardon a été contrecarré, là. La goutte qui fait déborder le vase, c'est précisément la marionnette qui était le centre, le fétiche, le centre de son univers. C'est à ça qu'elle se raccrochait. Et le seul élément d'ego qu'elle conservait, en quelque sorte, c'était ça. Et c'est ça que l'autre a mis en gage. Alors, tout d'un coup, là, il n'y a aucune espèce de tolérance. L'autre, elle est jetée à la rue. Hein. Alors qu'elle ne voulait pas la retrouver à la rue, là, elle la jette à la rue, elle ne veut plus rien savoir. Hein. Donc, s'il y a quelque chose, ça montre le noyau d'ego qu'il y avait au fond de cette personnalité apparemment purement altruiste. Là. Il y avait ça. Hein. Tout était investi dans la figure de la marionnette, qui était ce qu'elle avait, au Ben, fond, c'était ce qui lui récupéré de restait de l'aventure en l'enfant. Thaïlande. Hein? C'était probablement un représentant de l'enfant dont on voit les photos brisées par terre. Hein. À moins que les enfants qu'on va aider n'importe où dans le monde, soit chacun était que des itérations extérieures de l'enfant qui comptait vraiment pour elle, qui était la synthèse entre le garçon qu'elle avait rencontré et le garçon qui le ventriloquait en le plotant, en quelque sorte. Cette synthèse du petit ami et du petit enfant qui est rendu inoffensif, qui prend figure d'homme exotique, charmant, qui ne va pas l'agresser, mais qui conserve son charme exotique masculin, en moustache, etc. Donc, c'est un homme inoffensif, en quelque sorte. C'est un homme aux proportions d'un enfant. Hein? Donc, c'est l'élément de sa vie là, qui a une sorte de stabilité comme objet de désir et à partir duquel elle peut comme rayonner vers l'extérieur dans des actes pour favoriser, pour aider les enfants ou n'importe quelle personne en difficulté, en quelque sorte, qui a besoin d'aide. Bon, mettons que moi j'ai vu ça plus simplement, c'est que elle, elle revient de sa soirée où elle a été un peu agressée, sexuellement, hein, quand Oui. même, et elle voit la marionnette au magasin. Elle s'aperçoit de ce fait que Rita a pris cette marionnette pour la donner au magasin. Alors, à mon avis, elle l'a rachetée et elle est rentrée à ce moment pour mettre Rita dehors. Elle ne pouvait pas le racheter au milieu de la nuit. Là. Tout ça, ça se passe dans la nuit. Hein? Ah oui, Euh, c'est vrai. dans la scène entre Rita et le gars du pawn shop, là, on parle toujours. Rappelle le gars qui l'a acheté. C'est toujours l'autre ne la contredit pas. C'est toujours. Il n'y a rien qui indique qu'une femme serait venue les chercher. Hein. Et OK. donc, l'histoire qu'on nous raconte sur Roxane s'arrête à ce moment-là. De même, celle d'Henriette aussi, elle est comme laissée en plan. Henriette, évidemment, qui court après Lloyd en projetant ses fantasmes sur lui, elle va jusqu'à déménager, là, et donc, elle fait seulement, d'une certaine façon, elle pose un lapin à Rita elle-même, hein, puisque Rita vient chez elle et elle n'est plus là. Tandis qu'elle, elle reste avec quoi en appelant Rita pour lui dire, l'accuser d'avoir posé un lapin avec 2 cornets de crème glacée, là, qui est comme 2 symboles phalliques, elle aussi. Là. C'est comme, il y avait une sorte de surcompensation continuelle, même là, où finalement, elle aussi, finalement, elle avait commencé à s'investir. En fait, les différents personnages, même Roxane, s'investissent un peu dans Rita comme objet de substitution, en quelque sorte, à ce qu'elle cherche. Hein. Même la voix de la marionnette, euh, c'est une invention de Rita, mais elle est reprise par Roxane quand elle est en train de la réparer et que la marionnette, elle fait parler la marionnette pour lui exprimer sa gratitude. Hein. Donc, une relation qu'elle contrôle grâce à la voix exotique et masculine que lui a prêtée Rita. Donc, il y a une sorte d'échange entre les différentes quêtes
des personnages et Rita. Et puis Lloyd aussi. Mais attends, laisse-moi continuer mon raisonnement sur les enfants, là, oui, parce qu'il y a une continuité que je ne veux pas perdre. oui. Ce que je veux dire, c'est que Roxane, bon, elle trouve la marionnette au magasin et, bon, elle rentre et elle met dehors Rita. Par la suite, dans le film, on a la même question qui se pose avec Loulou. Est-ce que Loulou va garder le bébé ou bien si elle va l'expulser? Euh, et bon, de la même façon que elle était en Thaïlande, elle a vu son bonhomme à Patpong, au Baby Bar, et là, elle s'est elle-même expulsée de la relation. Mhm. Donc, il y a ici l'idée de l'expulsion, il y a l'idée du pillage, il y a l'idée de l'avortement, il y a... Enfin, si on veut, l'acte de procréation devient un, un phénomène violent, un Mhm. phénomène par lequel on pénètre un utérus euh, pour lui réclamer quelque chose, pour réclamer un dû. Et l'accouchement peut être aussi bien un avortement, ça devient indifférent. Mhm. Euh, la différence avortement-accouchement n'est plus aussi nette qu'avant. Donc il y a un changement de nature dans les êtres, si Mhm. vous voulez, à cause de la violentisation des phénomènes. Et si les phénomènes deviennent violents, c'est parce que le père, c'est curieux, le père n'est plus là pour, euh, pour soutenir la procréation, hein, pour euh, envelopper de sa protection, mais en même temps, le père, dans le film en tout cas, apparaît comme une source euh, de violence potentielle. Euh, le moment où apparaît le père, c'est quand Lloyd est dans son salon, Oui. Déguisé en cowboy. ouais, et il reçoit un appel de son père. Allô, father, ou je sais pas quoi. Oui. C'est à partir de ce moment dans le film que tout bascule dans la colère et la violence. Le moment où allô, le père est là. Allô, le père est là. Allô, le père envoie un chèque. Euh, Ah allô, oui. le psychanalyste, euh, Père absent dans les deux cas, hein? Oui, oui. on lui envoie un vase dans la figure. Oui, Euh, donc c'est un oui, moment oui. crucial où, où tout devient duel. Donc si les choses sont duel, c'est que les gens sont collés et donc pour les décoller, il faut exercer de la violence, Mhm. au fond. Et
Enfin, on a beaucoup parlé. Écoutez, mais c'était juste pour vous donner un exemple de comment on procède, plus ou moins. Euh, mais on a encore une fois monopolisé la parole, mais euh, c'est peut-être que vous pourriez, je sais pas commenter, poser des questions, et après ça, on passerait à quelque chose de clinique, si vous voulez bien. Christian, tu peux-tu répéter la phrase que dit là? Il y a un monde d'égarés qui Confondre leur solitude avec la liberté. confondent leur solitude avec la liberté. OK. Oui, c'est ça. C'est le monde dans lequel on accueille les gens de tous les coins du monde qui viennent pour se joindre à cette foule d'égarés qui confondent la solitude avec la liberté. C'est Donc, ça. c'est comme tout le projet de société ouverte, là, bon, tout ça, là. C'est Mm. c'est ouvert, mais c'est pas très consistant. Et puis, on voit l'ombre de ça, en quelque sorte. C'est que ça fait pas des enfants forts. Moi, j'aurais une question par rapport à Christian, à ce que que tu nous as présenté. Est-ce que les jeunes adolescents d'aujourd'hui, est-ce qu'ils vivent cet égarement, qui souvent est le leur, à cause précisément de la séparation des rôles père et mère, c'est-à-dire la perte de la tradition, la perte de l'encadrement, et qu'est-ce qu'on leur donne en remplacement? Qu'est-ce qui leur est donné? Qu'est-ce qui leur est proposé? Ben, la différence avec la génération X, parce que là, on est rendu avec la génération Z et au-delà, là. Oui, bon. Oui, bon, c'est que euh, il y a le sein maternel et social qui leur est prodigué euh, au bout de leurs doigts et de leurs mains, de tous leurs sens, avec le téléphone. Hein. Ils ont une Mais le socialité rôle, à la fois et sans le rôle du personnalisée. père, alors. Non, c'est autre chose. C'est un rapport euh, matriciel, en quelque sorte, là, avec la socialité, une socialité médiatisée, en quelque sorte. Ok. Pas avec en fait, ils sont coupés de leur famille plus que jamais, mais ils ont un rapport immédiat avec leur père et tout un auditoire universel. Et c'est ça qui compte pour eux. Donc, le vide ressenti par la génération X a été comme rempli massivement par quelque chose d'encore plus immédiat que l'univers parental. C'est devenu complètement superflu, qui en joue la fonction. Là. Le traumatisme, c'est d'être coupé de ce monde de socialité mesuré par les likes et puis par la popularité en ligne. Moi, je dirais aussi, Cécile, qu'il y a un problème au niveau de la vérité et du mensonge là, et de la fausseté. C'est-à-dire, on est rentré dans un univers qui est un peu délirant, où il est devenu difficile de distinguer le vrai du faux. Euh, C'est plus la question pertinente. Donc, la notion d'une trahison a presque plus de sens ici, là, parce qu'il n'y a plus de principe de réalité. Donc, c'est la story qui va être la plus populaire ou la plus convaincante pour soi. On appelle ça des stories maintenant. Hein. C'est ces fils d'action-réaction sur les médias sociaux. Hein. Donc, c'est dans quel micro-récit, et non plus des grands récits, même individuels, mais dans quel micro-récit on va embarquer pour l'instant. Hein. C'est-à-dire que quand il y a une élection aux États-Unis, on peut faire que le résultat soit changé parce qu'on veut que le résultat soit changé. C'est simplement la story qui nous plaît davantage. Donc, c'est le Ouais, critère. Aucun fait n'est pertinent par rapport à ça. Hein. C'est plus la question. Hein. Les ouais. faits n'ont plus d'importance là-dedans. C'est quelle story, quel agencement, quel cinéma qu'on se fait
ou qu'on nous fait nous satisfait davantage. Et c'est la seule question. Donc l'agencement peut se faire n'importe comment, ou ne pas se faire aussi. Ben, s'il se fait, c'est par des règles dramatiques, en quelque sorte, au Oui, sens c'est de, ça. de qui nous fait le mieux la comédie, quoi. Quelle est la comédie? C'est la télé-réalité, quoi. Mhm. Qu'est-ce qui nous mime une réalité qu'on peut adopter comme sienne le plus efficacement? Hein? La plus plaisante possible. Exact, oui. Ou elle est plaisante. Elle peut être traumatique aussi, hein? On peut se griser d'histoires apocalyptiques, là, de récits de terreur pour se stimuler aussi. Hein? C'est pas, on peut choisir de vivre dans une paranoïa continuelle parce que là, on se sent vivant. Hein? C'est pas nécessairement plaisant à un niveau. Mais qu'est-ce qui capte notre attention, qui focalise notre subjectivité? Qu'est-ce qui nous stimule le plus? Exactement, c'est rien que ça. C'est rien que ça. La jouissance est ici identifiable à la stimulation possible Mais par... c'est substitue au rapport, hein? C'est ça le drame de la pornographie. Hein? Et les rapports qui sont modèles deviennent de plus en plus violents eux-mêmes. C'est un vrai problème. Là. D'où Jeunes, l'égarement alors que ressentent les jeunes c'est aussi. ça, les jeunes sont initiés à la sexualité, à la notion même de relation par la pornographie. Violente, de plus en plus violente, parce que des jeunes deviennent de plus en plus blasés. Donc, ça va directement dans ce registre-là de l'extrême, et c'est ça qui devient la base ordinaire. Hein. Par rapport à ça, je veux dire, la notion de rapport humain basé sur l'empathie, la tendresse, c'est comme quelque chose d'extraterrestre. Hein. On ne sait pas par où ça pourrait rentrer là-dedans, là, parce qu'il n'y a même plus de principe de réalité. Hein. Mais ce qu'on peut peut-être observer aussi dans ce que tu viens de dire, Christian, c'est que les figures d'attachement des jeunes qu'on peut voir 25, 30 ans, beaucoup plus que les parents, ou ce qui tient lieu de parents, ce sont les attaches aux grands-parents, Mhm, à l'un ou l'autre de ceux qui survivent. mhm, Mais cet attachement-là, ils le vivent et ils le présentent de manière parfaitement différente que l'attachement à la famille, qui n'ont pas ou qui n'ont pas connu, ou bien qui les a violentés, ou bien qui les a abandonnés. Mais les grands-parents restent comme une pierre d'achoppement. Là, bon, ils peuvent se mhm. référer à quelque chose là. Ouais, Moi, je l'ai souvent rencontré en clinique, ça. ouais. Euh, alors, les grands-parents ont une place que je ne soupçonnais pas dans cette Mhm, société du Québec que je connais pas bien. mhm. Mais les grands-parents tiennent encore un rôle et une place que les parents ont perdu. C'est que peut-être ils sont les seuls gages de vérité, C'est ça, c'est ça. d'authenticité, tu De sais? référence, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, On peut leur donner le bénéfice du doute, hein, Mhm, qu'on dénie systématiquement aux parents. mhm, mhm, ouais. Mais en même Pour temps, mesurer ils sont peut-être appelés à se raréfier, là, donc je ne sais pas si c'est une solution à long terme, mais mhm. ouais. Avez-vous d'autres... je suis désolé, on vous a encore abreuvé de choses, mais bon, ça va, on a fait notre job. Hein. Euh, bon, il y bon, avait quand même un cas clinique là-dedans. Là. On a vu une succession de séances cliniques. Là. Qu'est-ce que ça vous a, est-ce que ça a éveillé des choses là-dedans? Est-ce qu'il y a des correspondances ou des échos de vos pratiques là-dedans, là, le cas d'Henriette, là, le rapport à son thérapeute? Là? Est-ce que c'est une pertinence quelque part pour vous? ouais, Elle se plaint que ça manque de réciprocité. Et c'est pour créer de la réciprocité qu'elle lui lance des affaires. Bon, peut-être qu'elle amène aussi les chiens qui se soulagent dans la salle d'attente. Bon, il y a tout un rapport
acté au thérapeute là-dedans. Là. Bon. C'est ça. Peut-être que, au fond, ce film nous montre ce moment où l'homme, le père, est déchu. Et peut-être que, au même moment, le psychanalyste aussi a été déchu. Hein. C'est Oui. comme, Il ne dit pas un traître mot hein, de toute l'histoire, même quand il s'est agressé. ouais. C'est sûr que nous avons traversé cette période où notre silence n'avait plus de sens. Hein. C'est ça, au fond. Oui, le Euh, silence d'un muet, finalement, n'a plus beaucoup de pertinence. mais à d'autres moments, ce silence avait du sens. Et ce silence a perdu son sens à un certain moment. Et nous, les psys, on a mis un certain temps à s'en rendre compte, tu sais. C'est quand ça nous a pété à la figure, effectivement, comme cette fille a lancé le vase, qu'on s'est rendu compte que notre silence n'était plus un levier pour que les patients l'utilisent. Tu sais, c'est comme le, le- le psychanalyste, au lieu d'être un père objet de transfert, dont le silence était bienveillant et attractif d'encore d'autres aveux, tu sais, Ouais. euh, tout à coup, au lieu de tout ça, notre silence est devenu le silence d'un maître cruel qui ne veut pas condescendre à lâcher une parole. Tu sais, donc Aussi celui du mur social contre lesquels les patients se heurtent dans leur isolement, dans leur incapacité à entrer en relation. voilà, Ils deviennent une voilà. autre itération, une incarnation de ça. Hein? Donc, ça appelle la frustration et la violence, là, plutôt que la détente qui permet de délier la parole. Donc, Henriette a l'impression de se parler à lui-même, à elle-même, ou en tout cas. Euh, donc, ouais, elle n'est pas entraînée C'est autant la de. même chose que ce qui s'est passé du temps de Freud. Je veux dire, quand Freud a inventé l'Édipe, c'est lui qui l'a inventé. Il l'a inventé à un moment où le père n'est plus cette figure idéalisée qui pouvait porter les prières de tout le monde, tu sais. Mhm, Quand Freud invente l'Édipe, le père est rendu au même niveau que le fils. mhm, Il n'a plus ce statut exceptionnel qu'il avait, tu vois. Bon, quand on arrive aux années 60, il y a eu encore une autre chute du père. Du temps de Freud, c'était la chute du père communautaire, du père de la communauté ou du groupe collectif familial, tout ça. Mais dans les années 60, c'est le père de la famille, la petite famille nucléaire. Donc c'est le nucléaire. contrepoids de la mère et de la béatitude de l'entre-soi du nourrisson, quoi. C'est ça. Ben, sauf que, oui, mais qu'est-ce qui vient après ça? C'est simplement un rien. Un rien, puisqu'effectivement, il y a plus que ça. Hein? Il y a plus que du moi et du prolongement génésique du moi, mais il n'y a plus d'extériorité, quoi. Oui, Il mais y a plus de ça, prise sur ouais. une extériorité. Mais je veux dire, ça c'est dans les rapports interhumains. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses
que la société capitaliste pourrait encore détruire. Il n'y a pas que les Ouais. rapports interhumains, il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont destructibles et menacées encore, hein. Et le- nos capacités de concentration, par exemple, Oui, sont oui. extrêmement menacées. Il y a plein de choses. Notre capacité d'écrire, Ouais. notre capacité de nous remémorer. Ben, la capacité d'orientation a disparu depuis le GPS, donc on Hein. perd notre rapport au monde, à nous-mêmes. Donc, il reste une sorte de frustration violente, là. C'est la seule chose un petit peu qui sort un petit peu de la torpeur, là. Bon. Donc, on arrive dans le registre précisément du traumatisme et de la jouissance, là, qui est devenu un peu ta spécialité, quoi. C'est ça, on est arrivé. On va pas brosser un tableau si pessimiste là, mais c'est vrai que il y a ce que j'appelle une augmentation de l'entropie, hein. C'est-à-dire, c'est quoi l'entropie? L'entropie, c'est quand l'absence de différence augmente. C'est ça l'entropie. Parce que l'entropie est faible quand les différences sont importantes. Dans n'importe quel système où, par exemple, un verre d'eau ou un verre d'eau chaude dans lequel on aurait mis des glaçons, hein. Ça, c'est un système où l'entropie est très faible parce qu'il y a une grande différence entre l'eau chaude et les glaçons. Mais au fur et à mesure que la glace fond et l'eau refroidit, on a un système où l'entropie augmente et où tout le système va être à la même température et il n'y aura plus de différence dans le système. Nous serons dans de l'eau tiède. Tout le monde sera tiède. En termes d'information, c'est ce qu'on appelle du bruit, hein? C'est comme l'écran neigeux, là, enfin, autrefois, quand les gens avaient des télévisions à la télévision analogique, là, il y avait de la neige sur l'écran quand on n'était pas syntonisé avec une station qui émettait un message cohérent. Bon, là, on est comme Ouais, c'est ça. perpétuellement entre les stations, là. Bon. Et finalement, justement, quand on est dans le bruit, ben, la seule façon de ressortir, de créer des substituts d'orientation ou d'ordre de structure, c'est de hausser le volume. Ou peut-être le silence aussi. Il y a le silence et le cri, mais à part ça, on est dans une sorte de bruissement moyen, là. Bon. Ouais, mais enfin bon, c'est difficile de. La courbe de l'entropie est une courbe comme ça qui monte et puis qui s'aplatit. Ouais. Donc, à un moment donné, l'entropie devient constante et on ne peut plus la faire diminuer. C'est ça Ben le oui. Sur problème. quoi on s'appuierait, hein? C'est C'est ça. ça. Mhm. Bon, écoutez,